Alors aujourd'hui, on va gratter dans un sens très très contemporain puisqu'on va s'attaquer au problème de la vérité. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais moi c'est vrai que ça commence à un peu vraiment me prendre la tête. C'est ce problème de la post-vérité, des fake news et du fact-checking. Alors voilà, tout un univers. Alors, en gros, c'est quoi la post-vérité? On dit qu'on est dans la post-vérité. Tout simplement, ça veut dire que ce qu'on entendait par vérité à l'époque classique, jusqu'au 18e, bien, ça commence un peu à disparaître. Alors, c'est quand même assez étrange. Et donc, l'idée de vérité classique disparaît. Et on a maintenant des faits qui sont pas, on va dire, des faits constatés, prouvés, démontrés, mais des fake news, c'est-à-dire des nouvelles qu'on présente comme des faits mais qui ne le sont pas. Et on a des faits, effectivement, qu'on construit en tant que faits, mais qui ne se sont pas vraiment déroulés. Ce qu'on va appeler des faits alternatifs. Oui, alors vous voyez, vous rendez compte, hein, c'est pas un fait, c'est pas tout à fait quelque chose d'irréel. C'est un fait qui aurait pu se passer ou qui finalement s'est passé tout en ne se passant pas. Donc j'espère que vous voyez dans quel type d'univers quand même on arrive. Et justement pour pallier tous ces problèmes, on a inventé des petites séances d'information qui s'appellent les fact-checking, c'est-à-dire on vérifie les faits. Alors bon, voilà, vous avez la telle émission, en ce moment ça passe le soir, un spécialiste du fact-checking, c'est-à-dire qu'il vient vérifier si ce qu'on a présenté comme fait ou comme nouvelle est véritablement quelque chose qui s'est passé, ou par exemple on vous donne un chiffre et le fact-checking c'est est-ce que ce chiffre est un fait, est-ce que ce chiffre correspond réellement à quelque chose, ou est-ce que ce chiffre est pas plus ou moins bidouillé, inventé de toutes pièces des fois, ou simplement quelque chose qui se rapproche de la vérité mais qui ne l'est pas tout à fait. C'est un chiffre amélioré ou déprécié, ça dépend l'utilité qu'on en a. Alors, c'est de ça dont j'aimerais vous parler. Alors, il me semble que pour parler de ça, il faut quand même revenir, puis on fait souvent ça, revenir à la définition de la vérité. C'est quoi la vérité? Alors, la vérité, c'est une caractéristique, ou c'est une propriété si vous voulez, c'est une caractéristique du discours. Alors, le discours, c'est tout ce qui est dit ou tout ce qui est écrit, on parle de discours écrit. Tout ce que vous pouvez dire. Et comment on sait que ce discours est vrai, comment on sait qu'il a la propriété de la vérité? Eh bien, quand on peut le comparer à la réalité. Autrement dit, quand on voit si ce qu'on dit correspond à ce qui est réel ou pas. Bon. Alors, quand ça ne correspond pas à ce qui est réel, on peut tomber soit dans l'affabulation, il n'y a pas de réalité, j'en invente une, soit dans le mensonge, soit dans la modification de la réalité. Mais de toute façon, vous avez d'un côté la réalité, ce qui se passe, ce qui se déroule, ce qu'on peut constater, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut expérimenter, etc. Ce qui s'est déroulé, ce qui s'est vraiment passé. Et puis, de l'autre côté, vous avez ce qu'on en dit, ou ce qu'on écrit sur cette réalité. Bon. Et la vérité, c'est la correspondance entre les deux. Alors, tout simplement, je sors de chez moi, il neige. Si j'appelle un copain et qu'il me demande s'il neige, je lui dis non. Bon, le non, bien entendu, ce discours, le non que je fais, ne correspond pas à la réalité, puisqu'en réalité il neige. Donc je suis en train de mentir. Ou alors, il neige, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, je ne suis pas sorti, mais j'imagine qu'il ne neige pas. Si je dis à mon copain il ne neige pas, je suis pas en train de mentir parce que je ne sais pas la vérité. Mais mon discours, mes mots ne correspondent pas à la réalité, donc mes mots sont faux. Voilà, c'est ça la vérité, on va dire la façon la plus classique de voir la vérité. Ça correspond à la définition qu'avait donnée saint Thomas d'Aquin de la vérité, ce philosophe du XIIIe siècle, et qui disait la vérité c'est la correspondance entre l'ordre du discours et l'ordre des choses. L'ordre de ce qu'on pense, l'ordre de l'intellect, ce qu'il appelle l'intellect, et l'ordre de la réalité, l'ordre des choses. Et c'est une correspondance qu'il y a entre les deux. Alors, ça peut paraître assez simple.
puisque quand je suis confronté à la réalité, ou quand je la vois, ou quand je la connais de manière absolument certaine, quand on me l'a prouvé, quand on l'a expérimenté, peut paraître assez simple de comparer ce que les gens disent ou ce que les gens pensent par rapport à ça. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident. Hein. Aujourd'hui, le critère de la vérité, il semble que ce soit plus la correspondance avec la réalité, ou en tout cas, même si ce critère-là semble être encore, intellectuellement parlant, le gage d'un discours vrai, il semble que beaucoup de gens commencent à ne plus se préoccuper de cette correspondance, hein, peu importe si ça correspond ou pas, et que, bien entendu, l'idée de vérité classique explose, donc on est dans la post-vérité. Et la post-vérité, c'est, selon la définition qui a été donnée dans les années 2010, c'est le fait que, pour certaines personnes, malheureusement de plus en plus, il semble que l'important ne soit pas la correspondance entre ce que je dis et la réalité, mais la correspondance de ce que je dis avec ce que je pense, ou ce que d'autres pensent, ou ce qu'on a pu me faire passer comme réalité, etc. Donc, ça donne des discours complètement délirants, bien entendu. Hein. Alors, les premiers étant, bien entendu, tous les discours qui font appel à des notions comme le complot, par exemple. Hein. Alors, le complot, c'est le fait alternatif. Alors, le complot, c'est un fait qu'on invente, et justement, peu importe qu'il soit mais peu importe qu'il soit en rapport avec la réalité, l'important est qu'il soit en rapport avec ma réalité. Moi, je suis persuadé que réellement il s'est passé ça, donc bien entendu, je n'ai pas l'impression de mentir quand je dis ce que je pense. Et donc, on est dans une espèce de pensée totalement refermée sur elle-même, hein, puisqu'il ne s'agit plus de sortir de soi, ou de sortir de son groupe, ou de son collectif d'opinion, pour voir si elles correspondent vraiment à quelque chose. Ce qui supposerait des efforts, ce qui supposerait le fait d'accepter de s'en remettre à la réalité. Hein. Il y aurait une espèce de couperet comme ça qui arriverait et qui dirait, ben voilà, vous avez raison, effectivement, il se passe ça, il s'est passé ça, etc., on peut le prouver, ou, ben non, vous avez tort. Et donc là, on est une espèce de vase clos, chacun dans une espèce de vase clos, qu'on peut d'ailleurs plus ou moins se partager, on a des groupes comme ça, et qui sont persuadés d'avoir affaire à une réalité, et qui, effectivement, n'ont pas l'impression de mentir, puisque leurs discours correspondent à cette réalité qu'ils ont inventée. Alors, à cette réalité totalement virtuelle, puisque, bien entendu, on ne pourra jamais la vérifier, puisqu'elle n'existe pas. Alors, il me semble que c'est extrêmement dommageable pour la pensée rigoureuse, hein, puisque s'il n'y a plus de réel, finalement, il n'y a plus de vérité. Si on n'accepte plus le réel pour ce qu'il est, et le réel, justement, c'est ce qui ne dépend pas de moi. Hein. Si on n'accepte plus le réel pour ce qu'il est, et si on s'invente sa propre réalité, eh bien, dans ce cas-là, l'idée de vérité se dissout, puisqu'on a autant de vérité que de subjectivité, et on est en plein délire. Bon. Mais surtout, il me semble, et là, je prends des gants, mais il faut bien que ça gratte un peu, il me semble que ça va plus loin. Il me semble que, pour la plupart des personnes, ayant éjecté le rapport au réel, les gens commencent à même, on va dire, pouvoir se passer de ce rapport au réel. Et c'est pour ça qu'il faut faire une distinction que je n'ai pas faite parce qu'elle est assez compliquée, mais là où on en est, j'espère que vous m'avez suivi, vous allez comprendre, il faut faire la distinction entre réel et réalité. Alors on peut la faire de façon assez simple en parlant de la vue, en parlant de la vision. Quand je fais un cours au tableau, bien entendu mon tableau on va dire est blanc. Quand je fais un cours devant mon tableau, il se trouve, si je demande quelle est la couleur du tableau aux élèves, qu'ils vont me répondre, bien entendu, c'est blanc, le tableau est blanc. Donc bien entendu, ils ont l'impression que la réalité, c'est que le tableau est blanc, c'est qu'ils ont face à eux un tableau blanc. Or, aujourd'hui, heureusement, on sait parfaitement que cette couleur blanche, c'est la
couleur qui est construite par notre cerveau humain. C'est-à-dire que nous sommes câblés en face de cet objet qui est en face de nous dans la salle de cours, nous sommes câblés pour le voir blanc. C'est-à-dire que la lumière émise par l'objet qui est là, traduite, hein, donc bien entendu via le trajet classique entre mes yeux et mon cortex occipital, une fois ces informations arrivées au cortex occipital, elles sont traduites avec notre câblage humain, et à la fin, on a cette couleur qui apparaît, qui est le blanc. On sait parfaitement que d'autres animaux câblés différemment ne voient pas le tableau blanc. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces autres animaux ont l'impression d'une réalité différente. Hein, puisque la taupe voyant le tableau complètement gris, la mouche le voyant avec plein de couleurs, si les animaux pouvaient parler, elle nous dirait certainement le tableau est gris, nous humains nous dirons le tableau est blanc, et elle nous dirait le tableau est composé d'énormément de couleurs. Ça veut dire que nous sommes dans des réalités différentes. Parce qu'un éthologue, Butenjik, disait les animaux vivent dans des mondes différents. Le monde humain, c'est pas le monde de la taupe, c'est pas le monde de la mouche. Sauf que, au-delà de ces réalités différentes, disparates en fonction des espèces, en fonction des câblages neuronaux, au-delà de ça, il existe bien un objet tableau. Quant à savoir sa couleur, ça n'a aucun sens. Hein, puisque, de toute façon, dès que vous êtes dans le monde de la perception, dès que vous êtes doté d'outils perceptifs, ça fait écran. Hein, ça fait interface entre l'objet en soi et l'objet pour vous. Personne n'a accès à l'objet en soi, puisqu'on est tous câblés pour percevoir cet objet. Donc, si on appelle le tableau en soi le tableau réel, on peut parler des réalités différentes. Bon. Or, par rapport à ce qu'on a dit avant, ce qui est intéressant, c'est que le tableau réel n'intéressant plus la personne, on ne cherche pas à savoir si notre réalité est en accord avec le réel, eh bien, chacun est enfermé dans sa propre réalité, elle lui suffit, hein, c'est la réalité alors c'est pour certains la réalité qu'il perçoit, pour d'autres la réalité qu'il construise, mais peu importe, chacun dans sa réalité fait fi du réel et se construit tout un monde de pseudo-vérités qui, bien entendu, correspondent à leur propre réalité, puisque c'est la réalité qu'ils sont construits eux-mêmes. Et ça me semble extrêmement dommageable, parce que l'idée de vérité explose, l'idée de rapport au réel explose, et on n'est plus que dans une multiplication des réalités singulières, et ça me semble correspondre à ce qu'on appelle le règne de l'opinion. Le règne de l'opinion, c'est que l'opinion de chacun lui suffit. Peu importe de savoir si cette opinion correspond à quelque chose de réel, peu importe de savoir la valeur de ce que je considère comme étant la réalité, puisque j'ai plus d'aune à laquelle la mesurer. Et je suis enfermé dans ma propre opinion, elle me suffit, elle s'auto-suffit, c'est ça, c'est son propre critère de vérité, c'est mon opinion, donc c'est comme ça, donc elle est vraie. Et ce qui explique une chose dont j'avais déjà beaucoup parlé, qui est le relativisme ambiant. Puisque les opinions se suffisent et qu'elles n'ont plus à se mesurer au réel, elles sont toutes vraies. Alors si elles sont toutes vraies, plus aucune est vraie par rapport aux autres. Ce qui explique qu'au niveau des valeurs, on puisse avoir des choses extrêmement troublantes lorsque des élèves vous disent alors moi, mon opinion, c'est que la fidélité, c'est important. Pour moi, la fidélité est une valeur. Mais je comprends totalement que l'opinion d'autrui, qui considère que la fidélité n'a aucune valeur, eh bien cette opinion, elle a de la valeur aussi, puisque c'est une opinion. Voilà. Alors je leur demande, dans ce cas-là, la vôtre si elle n'a aucune valeur en soi, puisque les autres en ont autant. Alors effectivement, c'est pas qu'elle a aucune valeur, mais quand je leur demande, mais alors, ton opinion sur la fidélité,
comment tu peux accepter quelqu'un qui est totalement à l'encontre de ça, qui va totalement à l'encontre de ça. Et bien la personne me dit ah ben oui, mais c'est son opinion, voilà. Donc je lui dis c'est un critère autosuffisant et on peut aller beaucoup plus loin avec des choses totalement immorales où on se demande par rapport à quoi on peut les juger. Ah bah oui, c'est par rapport à ce que moi je dis, tel comportement, il est totalement immoral, mais c'est pas parce que moi je le trouve moral que son immoralité n'a pas de valeur. Voilà. Et donc on baigne comme ça dans un univers totalement désordonné, puisqu'il n'y a plus d'ordre du tout principiel, hein, il n'y a plus quelque chose à quoi on s'en remet pour nous dire ce qui est bien ou mal, puisque tout est bien, bon. Tout est acceptable, tout est opinion, tout est vérité, puisque tout est réalité. Voilà. C'est sur quoi je voulais vous faire un petit peu réfléchir aujourd'hui. Je vous préviens, la prochaine fois, ce sera de l'autocube, puisque je vais revenir un peu sur ce qu'on avait raconté sur la liberté, et vous parler d'un petit bouquin que je viens de publier. Voilà, donc ce sera le quart d'heure publicité. Ciao!